du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey G! Alors, samedi, le 2 novembre 2013. Hein? T'es préparé? Ben oui, tout à fait. J'ai regardé la date avant le début de l'émission. Bravo! Hein, c'est spécial. Félicitations. Hein? Wow, je me sens compétent. Alors, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Alors, Éric Lajoie avec vous jusqu'à pendant toute l'heure, mais je ne serai pas seul. À la co-animation, Monsieur Philippe Jacques. Bonjour tout le monde. Et la mise en onde, bien entendu. L'impressionnant. Que dis-je? L'incroyable, fascinant, l'incorruptible, Mikey G. Là, je veux mettre de quoi au clair en partant tout de suite, étant donné que j'ai l'occasion, là. Oui. Un renard, ça glapit. Un renard, ça glapit. What the Fox 16, là? Ben, ça glapit. Ça fait pas gling. Non, c'est sûr. Okay. Mais en anglais, ça fait quoi? Faut qu'ils comprennent, là, ils vissent. Ouais, mais ils iront sur Google Translate. Ouais, c'est ça. Ils iront sur Google Translate, c'est tout. Bon. C'était ma montée de lait. J'ai ça endormi 2 semaines. Est-ce que j'ai manqué, là? J'ai rien compris. C'est plus que 2 semaines, je pense. Ouais, ça a commencé au mois de septembre, ça, Eric. Je te l'enverrai. OK. T'as rien manqué d'extraordinaire, okay. À mon avis. OK, c'est parfait, ça. Bon, ben, dans ce cas-là, y a-t-il d'autres choses que j'ai manquées? On parle de quoi pour cette semaine? Ben, on va parler de ça. Yes! C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Philippe Jacques! Yes! En effet, les amis, en effet. Oui! Alors, les geektualités, qu'est-ce qui s'est passé dans le merveilleux monde de la geekitude cette semaine? Et cette semaine, ce qui a fait buzzer, ce que je te dirais, le monde Internet technologique, oui. ça a pas mal été du côté des téléphones intelligents. La compagnie Motorola vient d'annoncer son nouveau projet de développement. C'est nommé le projet ARA. Okay. Il s'agit en fait d'un téléphone modulaire avec des pièces interchangeables. Ah, bon, enfin. Attends. Il y avait pas déjà eu un projet comme ça qui avait été un flop, ben pas un flop, mais je veux dire qui avait été complètement détruit sur les internets avec même qui sortent? C'est pas la première compagnie qui a cette idée-là. Il y a eu plusieurs prototypes, mais Motorola. L'affaire, c'est que les autres d'avant étaient plus gros, plus clunky, qu'on pourrait dire. Plus années 80. Impratique. Ouais, impractical. Voilà. Non utile. Malheureusement, non, je m'exprime mieux en anglais. C'est un peu triste. Oui, je m'excuse pour vos oreilles à la maison. On fait attention. Non. Oui, c'est ça. Donc, c'était peu pratique. Donc, Motorola l'a rendu le tout plus mince. L'équivalent, je te dirais, d'un iPhone normal. OK. C'est en fait un téléphone modulaire avec des pièces interchangeables, comme je disais bien. Si vous voulez, disons, ajouter une caméra plus puissante à votre téléphone, ben il suffit d'acheter le module en question et de le changer sur la carte mère, entre guillemets, qui est comme l'écran. Donc, tu vas falloir acheter des apps physiques. Oui, c'est ça. Mettons, si tu veux rajouter un vrai GPS plus puissant, parce qu'on a tous un peu un GPS dans nos téléphones, mais il est un peu douteux parfois. La précision, ben mettons, c'est ça, ben tu changes le module et voilà, tu as un GPS dans ton cellulaire. L'objectif de Motorola est d'offrir un produit versatile et personnalisé. C'est l'utilisateur qui va décider des options qui l'intéressent. Donc, c'est comme tu dis, l'idée est vraiment pas nouvelle, mais Motorola se veut être le premier à faire de la production commerciale de ça. C'est pas encore garanti, c'est encore à l'état de prototype, mais bon, ils sont déterminés à être les premiers sur le marché avec ce concept-là. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas si le principe d'avoir à racheter toujours des Gugus, ça me rappelle l'époque du Game Boy au Nintendo, le Game Boy, le blanc. Là, ouais, l'original. Quand t'achetais toute la loupe, les speakers, ils devenaient là, huge. Non, ça devenait une machine de guerre. Là. C'était plus gros que la console de NES une fois que t'avais tout mis dessus. C'est pas un Game Boy, c'est un Transformer.
Mais c'est ça, il devenait vraiment, vraiment gros. Merci pour l'effet sonore de Scrooge McDuck. Oui. Ça et le Genesis aussi, quand tu rajoutais le 32X par-dessus. C'était terrible, ça. La pile. Je l'avais parlé, ça, dans la timeline des pires consoles. Ouais, ça devenait un monstre incroyable. Ouais, c'est les consoles qui s'empilaient une sur l'autre comme des paniers d'épicerie. C'était pas la meilleure idée du monde. Donc, non. Ça n'a pas pogné non plus. Y a-t-il d'autres choses comme Oui, il y a eu nouvelle cette semaine que le collectif Anonymous avait utilisé les services d'un jeune pirate informatique montréalais de 12 ans pour mettre hors service certains sites du gouvernement lors du printemps érable récent. Anonymous avait promis aux jeunes de le payer en jeux vidéo. Man. Puis ensuite, il aurait enseigné aux membres d'Anonymous de faire pareil en leur disant que c'était facile, mais qu'il fallait pas y aller trop souvent parce qu'on risquait de se faire coincer par la police. Bien sûr. Ouais, c'est un peu comme l'enfant soldat d'Anonymous, là. Ouais, c'est ça. Ils utilisent des mineurs pour faire... Je trouve pas ça correct, moi. Les enfants de guerre, c'est pas bien. C'est ça. Ils devraient... non, c'est de l'esclavagisme. Après ça, ils vont s'en servir pour leur faire faire le nouveau soulier. Hein? C'est ça? Dans des usines dans un autre pays. Mais le jeune était quand même hot parce que il a réussi à faire 60 000 $ de dommages en tout, en bloquant l'accès au site ou il y a eu aussi l'accès à de l'information protégée par le gouvernement. Il l'a pas mis à contribution, je dirais, mais ça fait un peu peur parce que c'est un enfant de 12 ans et il a eu accès à tout ça. Il a été arrêté. Il a subi son procès devant le tribunal de la jeunesse. Il a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation qui ont été déposés contre lui. En faisant des high-fives à ses chummies à côté. Sûrement. Mais il dit avoir agi plus par défi personnel que par conviction politique. Ah, ben là. Les convictions politiques d'un enfant de 12 ans. C'est assez crédible comme excuse, honnêtement. J'aurais fait la même chose à son âge. Donc, autre chose? Oui, d'autres nouvelles du côté de la NASA. La NASA, Laurent Maheu va être heureux. Mais là, tu m'intéresses aussi, NASA, peu importe, je suis content. C'est good, ça. Malgré la fermeture du gouvernement des États-Unis, le shutdown qui a été récent, il a été réglé le 16 octobre. Ça a troublé les activités récentes de la NASA, mais le projet Mars Maven ira de l'avant quand même. Okay. La mission sera lancée idéalement, si tout va bien, le 18 novembre. Et la sonde Maven atteindra l'orbite de Mars dans le tour du 22 septembre 2014. Si il rate cette fenêtre-là, ça va aller à 2016. Ah, OK, parce que dans le fond, vu que Mars et la Terre ne tournent pas exactement à la même vitesse autour du Soleil, on attend une fenêtre. C'est ça. La prochaine, avec le shutdown, ils ont eu peur que ça arrive. Ça décale tout de 2 ans, dans le fond. C'est ça. Parce que ils disent que la NASA ont dit que la mission dans 2 ans va être moins pertinente parce que les pics de soleil de radiation vont être moins forts. Donc, ça aurait une influence sur le résultat. Okay. Le projet Maven, le but, c'est d'enquêter sur la perte graduelle d'atmosphère martienne qui aurait éventuellement conduit à la disparition de l'eau sur la surface de la planète rouge. La sonde va pouvoir ainsi déterminer la quantité d'isotopes stables dans l'atmosphère martienne. J'ai aussi lu un article récemment, là, cette semaine, justement, qui parlait qu'il y avait des possibilités qu'un gros météorite frappe Mars l'année prochaine. Et que ça pourrait faire en sorte de réchauffer le climat un peu. Okay. Puis peut-être de permettre à l'eau de revenir, tout ça. Là. Ben, pas de revenir en océan, là, mais que ça pourrait rapprocher Mars de ce qu'elle a déjà été. Intéressant. En plus, la sonde Maven sera là pour enquêter. Et j'ai pas de source. Voilà, c'est bon. J'ai lu ça. On va suivre ça, puis on va voir si t'as raison ou non. Ouais, Mars non plus a pas de source, mais peut-être que grâce à l'astéroïde, ça nous prend un rimshot. Oui, ça nous prend un rimshot, c'est ça. Mais un rimshot geek, il faut que je trouve une façon de trouver ça. Pour conclure sur Maven, Maven veut dire The Mars Atmosphere and Volatile Evolution Spacecraft, qu'on peut traduire par vaisseau d'étude de l'évolution volatile de l'atmosphère martienne. Donc, c'est ça. Le vaisseau va rester en orbite et son but est vraiment d'étudier l'atmosphère ou ce qui en reste. Fait que on va voir de quoi qui fait le tour et on va voir Curiosity qui va faire la surface encore. C'est ça. Yes! Donc, on s'en va tranquillement vers une autre chronique. Je dirais oui, rapidement. Chronique jeux vidéo. Ah, OK. Surprise. Surprise? Là, tu me prends de court, là. Ah, là, Chronique jeux vidéo!
chronique jeux vidéo, une petite courte, une petite short. Une petite short and sweet. OK. On a douce et courte. Voilà. Ou douce, courte et sucrée. Ou douce amère. Ouais. C'est pas comme la sauce. Là, on s'enfonce. Comme d'habitude. On a eu cette semaine les titres qui seront le line-up, si on veut, annoncé par Sony pour la PS4 qui va faire ses débuts le 15 novembre. Le premier jeu, ouais. Le premier batch de jeux. Mais il faut dire que la compagnie a mentionné que cette liste-là est entre guillemets vivante et qu'elle est sujette à changement. À changement, bien entendu. Du côté de Sony, ce qui va sortir, c'est Flower, Killzone Shadowfall, Knack, Resogun et Sound Shapes. Okay. Les troisièmes... Toutes des grosses franchises. Les troisièmes parties. Killzone, ça devient quand même assez gros. Oui, Killzone, oui. Mais les troisièmes parties, on a Angry Birds Star Wars, Assassin's Creed Black Flag. Oui, à part ça, j'ai juste quelque chose à dire avant. Angry Birds Star Wars est sorti sur la PlayStation Network la semaine dernière. Oui. Je rappelle que le même jeu, identique, sur iPod et téléphone, coûte $1 à acheter et peut être joué gratuitement en n'ayant pas toutes les options. Il coûte $40 sur la PSN. Donc, vous êtes avertis, les geeks. C'est 4000% de surplus. Je dis juste ça comme ça. Écoute, eux autres, ils lancent un filet à la mer et les poissons qui se lanceront dedans, ils vont être bien contents. OK. Donc, il y a aussi, du côté des troisième parties, il va y avoir aussi, bien sûr, Call of Duty Ghosts, FIFA 14, Battlefield 4, Just Dance 2014, Injustice, Lego Marvel Super Heroes, Madden NFL 25, NBA 2014, Skylanders Swap Force qui est développé par nos amis chez Binox et DC Universe Online. Okay. Du côté des indies, on a Contrast, Pinball Arcade, Super Mother Load, excusez, Tiny Brains et Warframe. OK. Donc ça c'est ce qui ressemble à ce qu'on va avoir à la période des fêtes pour ceux qui vont décider d'acheter un PS4, la première mouture, qui généralement sera pas vraiment stable et qu'il va falloir attendre la deuxième ou troisième version pour que ça ait du bon sens. Il y a des rumeurs que la Xbox One serait comblée, remplie de bugs aussi, mais c'est des rumeurs, là. Il n'y a aucune confirmation pour l'instant. Donc, moi je suis vendu PlayStation, donc Xbox, ce n'est rien à battre. Mais il y a des auditeurs qui... Tu n'es pas professionnel, Eric. Je sais. Tu dois livrer l'information à notre auditoire. Non, c'est toi qui livre l'information, qui livre l'activité. Moi, je commente. OK, bon, fair enough. Bon, d'abord, on va aller à la chanson de la semaine, là, parce que... va te couper l'herbe sous le pied. Bon, ça y est. La chanson de la semaine! Alors, Philippe, étant donné la mort récente de mon ordinateur et le fait que je n'ai que ce qu'il y avait sur mon iPod au moment où mon ordinateur est mort, c'est-à-dire une bibliothèque incomplète, tu es le responsable des chansons de la semaine depuis un certain temps. Donc, qu'est-ce que tu nous présentes cette semaine? L'Halloween, c'était jeudi. Oui. Et j'ai pas eu l'occasion de passer ma tune d'Halloween, donc je le fais. Oh! C'est l'Halloween theme de John Carpenter du film Halloween et c'est sorti en 1978. Ah oui, écoute, on reste encore un petit peu dans le Halloween. C'est ça. Sur les restants d'Halloween. Ouais.
Et c'était du film, de la série de films cultes de John Carpenter, Halloween Theme. Ouais, plus particulièrement tiré du premier, l'original. Oui, the original. Saviez-vous que la série des Halloween n'était pas supposée toujours avoir Mike Myers comme protagoniste? Michael Myers. Ben, je l'appelle Mike parce que ça fait longtemps que je le connais. Donc, Michael Myers, non, parce que c'était supposé être différents thèmes d'Halloween, des films de fantômes, des films de... Et quand ils ont fait le deuxième Halloween, qui était pas une histoire de Michael Myers du tout, ça a tellement floppé qu'on a décidé de revenir avec le protagoniste original et de garder ça. Permets-moi de t'auto-geeker, Eric. Quoi? Quand ils ont fait le 2, dans le 2, c'est encore Michael Myers. C'est le 3 d'abord. Et c'est dans le 3, Season of the Witch, que c'est des masques qui tuent. T'as raison, je me suis fait avoir. Tellement. Je t'ai laissé t'enfoncer, là. Ça était succulent, ça, là. J'étais pas loin. Le fait était vrai, le chiffre ne l'était pas. Non, mais, hein? On a geeké pareil. Quand même. On est dans le cinéma, nous autres, là. On est dans le cinéma, fait que j'ai... Mise en onde, je porte toujours mon quart de tour, oh oui monsieur. Encore Mike qui te coupe l'herbe sous le pied. Et décidément, c'est pas ta journée aujourd'hui, Eric. Michel Gauthier. Ok, c'est correct. Donc, oui, je reviens avec une chronique. Ça fait 2-3 émissions que je suis là alternativement. T'es juste un pantin, un homme de paille. Ou que je décide que j'aime mieux les semaines impaires que paires. Peu importe. Reste que, étant donné que je fais juste une émission sur 2, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une chronique à moi, tu sais, une chronique à moi. Donc, une chronique cinéma que je fais cette semaine, je vous parle de 3 choses. 2 bandes annonces qui sont sorties cette semaine. Et 2 grosses bandes annonces. Même, je pense, c'est fin de semaine dernière en plus, là, ça remonte un petit peu plus loin. Et un film que j'ai été voir au cinéma. Tout d'abord, les bandes annonces. Qu'est-ce qui est sorti récemment qui est digne de mention? Premièrement, la bande annonce d'un certain film de Marvel. Troisième film de la phase 2, c'est-à-dire Captain America, The Winter Soldier. Oh yes. Qui est sorti. Bien aimé la bande-annonce, malgré qu'on voit encore un événement cataclysmique dans la bande-annonce qui est probablement un punch du film. Là, je veux dire, pour pas voler... je volerai pas de punch. Écoutez la bande-annonce si vous l'avez pas vu. Il y a de quoi de gros qui arrive. J'imagine que ça arrive au début du film, parce que ça arrive à la fin, c'est plate. Le look du Winter Soldier, ça s'annonce bien. Nouveau costume pour Captain America, plus moderne, mais plus subtil aussi, plus... comme on disait, là, practical, tantôt, ouais, plus pratique. Plus pratique, là, plus terre à terre, on va dire ça comme ça. Et, non, honnêtement, ils vont plus dans le trailer d'espionnage et tout ça. Ils vont vraiment... Intéressant. C'est ça, ils vont vraiment vers là. Donc, je l'ai pas vu encore, mais ça va me permettre de me rattraper un peu. Ça fait quelques semaines que je jongle avec l'idée de mettre des bandes annonces là sur le Facebook des geeks et que je le fais pas. Donc, je vais me rattraper. Oui. Je vais en mettre 3-4 bientôt. Aussi, qu'est-ce qui est sorti récemment? La bande annonce de X-Men Day of the Future Past. Ça va être bon. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec la bande-annonce. C'est-à-dire, ils ont pratiquement mis aucune scène d'action. Ah, bon. On y va avec les personnages seulement. On y va avec Xavier. Et là, pour ceux qui sont pas au courant, le prochain X-Men Days of Future Past, c'est le mélange des 2 univers d'X-Men qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les films de Bryan Singer avec Patrick Stewart en Xavier et Ian McKellen en Magneto. Ouais. Et X-Men First Class, qui avait, dans le fond, dans les rôles titulaires, James McAvoy et Michael Fassbender. Donc, ces 2 univers-là vont se croiser. C'est-à-dire que là, on va être dans un futur qui est pas supposé arriver. Xavier va demander à Logan, Wolverine, de revenir dans le passé. Et là, on va retomber dans l'univers de First Class. Et là, il y a quelque chose qui se passe. C'est tellement hot. C'est tellement un principe de comic book qu'on n'a jamais vu dans un film en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça dans un film. 2 univers connexes qui clashent. On voit ça dans les comic book. Et en plus, le principe d'altérer un futur qu'il faut pas qu'il arrive. Dans les X-Men, c'est un thème assez récurrent, je vous dirais, dans les BD. Et particulièrement Days of the Future Past, qui a été un story arc assez long quand même, qui a introduit des personnages assez majeurs. Et non, ça s'annonce très bien. J'ai aimé... Est-ce que c'est Marvel qui fait ça ou c'est encore genre Sony qui a ça? Non, c'est pas Sony, c'est Spider-Man. Je crois que c'est Fox ou New Line. Okay. Je me rappelle plus. Ils n'ont pas récupéré ces droits-là, mais quand même, ils font quelque chose d'intéressant avec cette franchise-là. Tout à fait, parce que c'est Brett Ratner qui avait fait le 3e X-Men. Parce que Singer voulait faire Superman Returns. C'est ça. Et ce move-là était une erreur des 2 côtés. Et ce qui arrive là, c'est que là, Singer est revenu. Il s'occupe de faire des Future Past. C'est supposé être Matthew Vaughn, celui qui avait fait First Class. Il a décidé de pas le faire. Bryan Singer is back.
Et là, il mélange ces deux univers ensemble. Puis d'après moi, de ce que j'ai entendu dire, X-Men Origins Wolverine ainsi qu'X-Men 3 sont pas canons, là. OK. Ou s'ils sont, ils vont être très peu explorés. Donc, bonne nouvelle pour tous. Maintenant, le main de ma chronique. J'étais voir 2 films au cinéma cette semaine. Le premier, j'étais voir Carrie, vu que c'était l'Halloween, puis j'avais bien aimé le premier film de Brian De Palma, fan de Stephen King, etc. Un remake inutile, ça donne rien de l'affaire, il y a rien de plus que l'original, sinon moins. Il est correct. Tu sais, ils l'ont pas manqué, parce qu'ils l'ont tellement essayé d'imiter l'original que il amène rien de neuf, malheureusement. J'aurais aimé ça, vouloir l'aimer plus. Par contre, Julianne Moore, Chloe Grace, quand même, mais Julianne Moore for the win. Ouais, c'est sûr. C'est une bonne actrice, puis elle le prouve encore dans notre face tout le long du film. Non, ce que j'ai été voir, c'est un film très important à mes yeux, Gravité. Vous avez entendu parler de Gravité? Oui. Non? Oui. Avec George Clooney et Sandra Bullock seulement. Voilà. Et dirigé par Alfonso Cuarón. Et c'est important de mentionner, Monsieur Cuarón, son dernier film, qui date quand même de 3 ou 4 ans, Children of Men, Le Fils de l'Homme. Si vous l'avez pas vu ce film-là, écoutez ce film-là. Monsieur Cuarón qui aime bien les plans séquences, là, les longues séquences sans coupure. Je vous dirais que Gravity, c'est un film qui se passe dans l'espace. C'est pas science-fiction en tant que tel, entre guillemets, dans le sens que c'est tout quelque chose qui pourrait être crédible. C'est un peu, si j'ai bien compris, c'est un peu un style Apollo 13. L'idée, c'est des astronautes dans l'espace qui arrivent à un accident. C'est ça. Il y a un incident. C'est le seul punch que je vais donner. Il y a un incident qui arrive. Mais l'idée, c'est que le 1h30 du film, parce qu'il dure vraiment juste 1h30 ou 1h40, il est vraiment pas long. Et c'est l'entièreté de l'incident, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de flafla, pas de flashback dans le passé. Ça se passe pratiquement en temps réel. Et juste la scène de départ, je pense que c'est 11 ou 12 minutes ininterrompues. Et juste ça, le feeling de vertige. Parce que 3D, le principe ça doit être incroyable. En 3D, c'est incroyable. Je l'ai vu dans les salles Ultra VX, là. Ouais. Ça valait quelque chose. C'est quand même bien, en passant les nouvelles salles Ultra VX. L'écran est beaucoup plus gros que les écrans réguliers. C'est pas IMAX. C'est-tu mais c'est entre les Odéon? Oui, dans toutes les Odéons. Okay. Effectivement, ils ont toute une salle Ultra VX. Par contre, je vous dis, c'est plus cher, là. Ça vaut bien pour c'était quel jour? Moi, c'était un mercredi, je crois. Ouais, ça m'a coûté $17, là. OK, ouais. Okay. Mais 3D, 3VX, mais le son est écœurant, l'image est beaucoup plus énorme, et non, le film, Gravité, honnêtement, des beaux plans séquences, tu te sens dans l'action, tu te sens impliqué. Souvent, la caméra passe en première personne, revient en temps, non-stop. Il y a une séquence, au début, exemple, que Sandra Bullock, son personnage, Ryan Stone, qu'elle s'appelle, se met à paniquer, puis à hyperventiler. Et là, t'es à l'extérieur de son casque, puis tu vois la buée dans son casque, puis tu sens respirer dans son micro. Et quand la caméra avance vers son visage, passe à travers le masque. Et là, on est à l'intérieur du casque et on entend l'écho de sa respiration dans le masque. Ça doit être claustrophobique. Et là, tu vois sa place et tu ressors. Et ça, c'est tout le temps continu. T'as vraiment l'impression d'être là. Et c'est... Écoutez, tout le long du film, t'es dans l'incident. Et il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de flashback, comme je disais, il n'y a pas de scène qui va dans le futur, dans le passé, rien. C'est du début de l'incident à la fin de l'incident. Et j'ai jamais vu un film de science-fiction fait comme ça, particulièrement. Très belle expérience. Le vertige, allez-y. Est-ce que tu sais jusqu'à quand qui est projeté? Parce que là, tu viens de me convaincre d'y aller. Oui, donc, faut que j'y aille. Il doit pas être là pour encore très longtemps, parce que ça fait quand même 2 ou 3 ouais, c'est ça, fait presque un mois qu'il est sorti. Donc, dépêchez-vous d'y aller. C'est une expérience. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé mon expérience avec ce film-là. Le jeu de l'acteur est juste. Et pour ce qui est de Bullock, a eu beaucoup d'exercices de chorégraphie à faire pour timer tous ses mouvements, ses respirations avec ce qui se passait. Est-ce que ça a été tourné dans l'avion qui pique pour faire de la gravité? Non, dans le vomit. Le vomit comète, comme dans Apollo 13 qu'ils ont fait, là? Non, ça a pratiquement tout été fait en CGI. OK. Mais tu t'en rends pas compte. Excellent. Je l'ai su après, en fait. Enfin du CGI qui est utilisé à bon escient. Exactement. Un peu comme à la fin des Avengers où c'est qu'on apprend que toute la ville de New York a été faite en CGI et puis on s'en rend pas compte. C'est ce genre de CGI-là qui est appréciable. Donc, Alfonso Cuarón, Gravity, écoute, je donne, 4.5 sur 5, facile. Wow. J'ai adoré, c'est une expérience, c'est un film unique. Il y en a pas ben des films comme ça. Puis en plus dans l'espace, avec un visuel qui est hallucinant, trame sonore impeccable,
c'est parfait. Avec ce que tu me dis, là, Matrix aussi, c'était un film comme il y en avait pas eu avant et ça a parti une mode. J'espère qu'il va y avoir une mode de ce genre de film-là réaliste avec première personne, troisième personne, vraiment immersif. Ça va dépendre des recettes, là. Hollywood écoute pas mal juste le clinquement des pièces. Oui, je sais. Sauf qu'en même temps, le film est vraiment à mi-chemin entre un blockbuster et un film à Oscar. Pour vrai, là, t'as comme vraiment la qualité de cinématographie d'un film à Oscar avec le tape à l'œil d'un blockbuster. Excellent, ça. C'est le meilleur des deux mondes. Moi, j'étais un gros fan d'Alfonso Cuarón, de ce mouvement-là de cinéma avec Guillermo del Toro, etc. Et de le voir avec un beau budget, des bons acteurs, arriver avec des effets comme ça. Puis moi, qui est un tripeux de tout ce qui est spatial depuis que je suis jeune, le feeling de vertige que tu ressens, ça te lève le poil sur les bras. Rapidement, là, avant qu'on aille en pub, là, tu me parles que t'aimes les films dans l'espace. Oui. J'ai justement une petite nouvelle que je vais glisser subrepticement. Ben oui, mais c'est une chronique cinéma, vas-y, garde-toi. Savez-vous que Michael Ardent a été remplacé au script de Star Wars 7? Oh. Le gars qui avait écrit Toy Story 3, qui avait été engagé par Disney, il s'est fait remplacer par J.J. Abrams. Lui-même. Et nul autre que Lawrence Kasdan, qui a écrit L'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Bref, les deux meilleurs. Voilà. Alors, on n'a pas plus de détails pour l'instant sur les raisons de ce changement-là, mais inutile de dire que l'Internet a senti un ressentiment dans la force. Oh, et comme si des millions de personnes applaudissaient. Soudainement. T'as eu une autre petite nouvelle, toi aussi, de ton côté, je pense, du côté de Star Wars. Oui, du côté de Star Wars, pour terminer avant la pause. C'est officiel, Harrison Ford a signé son contrat pour jouer dans le Star Wars 7 et aussi dans les peut-être prochains. Donc, Harrison Ford, c'est confirmé. Et il y a aussi, par la même occasion, inclus dans son contrat le début de la pré-production pour Indiana Jones 5. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. À Disney, mais je veux... Moins que... Ça dépend. Si Lucas est pas trop impliqué, moi je mettrais plus de Spielberg là cette fois-ci. Hein. Ouais, mais en même temps, regarde, le quatrième Indiana Jones qui existe pas. Quand j'ai vu ce film-là qui existe pas, dans l'expérience que j'ai pas vécue à ce moment-là, reste que la seule chose qui était agréable à l'œil, c'était de voir Harrison Ford avec le saut encore, avec le chapeau, avec le fouet. C'était parfait. C'est parfait. Le problème, c'était pas l'acteur, c'était tout le script puis l'histoire. Il y avait rien à se reprocher. Voilà. C'était la pépite d'or dans le plat de Gruyot. Tu sais, c'était comme... c'est bien dit. Ouais. Parce que j'aurais pris une autre métaphore dans la vie de tous les jours, mais sur ce, on vous quitte pour une petite pause de 2 à 3 minutes. Allez, on vous revient après avec toute une chronique. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat au pub Le Dorsey au 65 rue de Buade. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Notre histoire commence dès 7h alors que Madame Popote s'active au déjeuner qui seront servis jusqu'à la fermeture. Puis elle prépare un plein comptoir de plats maison avec des produits locaux, frais et santé. Quand vient le dîner, elle confectionne aussi des boîtes à lunch individuelles ou de groupe. Elle livre le tout gratuitement sans se laisser distraire par le loup. Pendant que les adultes profitent d'un tirage mensuel, les enfants raffolent du coin bonbon. Alex, la bouche pleine, déclare soudain: le salé, c'est pour se nourrir. Le sucré, c'est pour le plaisir. Papote, popote et potin. 1501 chemin de la Canardière, 88 522 66 67. Visitez notre page Facebook. L'Atelier de la Mezzanine présente pour la 3e année son encan bénéfice d'œuvres d'art. Pour l'occasion, plus d'une trentaine d'œuvres d'artistes autodidactes ou professionnels seront mises aux enchères à un prix de départ dérisoire. Michel Marcoux agira à nouveau à titre de commissaire-priseur. L'encan bénéfice d'œuvres d'art le jeudi 14 novembre dès 17h au studio d'essai de la coopérative Méduse, 591 rue de Saint-Vallier-Est. Pour voir quelques-unes des œuvres qui seront mises aux enchères, consultez atelierdelamizzanine.com. À l'approche de la période des fêtes, Bouquinerie Nouvelle Chance, 1595 Canardière à Québec, vous demande de faire preuve de générosité en faisant don de vos livres, CD et vinyles usagés. Les dons les plus modestes nous permettront de poursuivre notre mission sociale. Bouquinerie Nouvelle Chance, une jeune entreprise d'économie sociale à Québec, a besoin de vous pour venir en aide aux gens en difficulté à réintégrer le marché du travail et rendre la lecture plus accessible à tous et à toutes. Bouquinerie Nouvelle Chance, 418 948 32 87. La peinture en direct 2013 fait un retour au Bal du Lézard.
3 artistes en art visuel dont Jean Gagné, Jean Lapointe et Daniel Lassalle créeront sur place des œuvres picturales originales. Tout ça sur la musique inspirante de Frenchie de Décibel Franco. Les œuvres seront mises à l'encre en silencieux échelonnées sur 2 semaines. Elles seront exposées au Bal du Lézard une semaine et l'organisme Pêche la semaine suivante. Jeudi le 7 novembre dès 21h, voyez la peinture en direct et dansez sous la musique de Frenchie au Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, baldulézard.com. Bonjour, ici Amissa et Steven, élèves de Jeunes musiciens du monde. Le vendredi 15 novembre à l'Impérial de Québec, c'est notre spectacle bénéfice annuel. Cora Légan, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs, Mathieu Lippé, Papa Groove, Mariem, Webster, Pépé sa guitare, Bougat, Millimétrique, la chorale Les Muses de Montréal du film Gabriel et nous-mêmes serons sur scène pour une soirée haute en couleurs. Une présentation de la Capitale Groupe Financier. CKRL 89.1. Revoici la Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour. Et pendant la pub, j'entendais notre superbe autopromotion narrée par M. François Pérusse lui-même, dont l'album Ton 9 est sur le bord de sortir. Je me peux plus. C'est donc excellent, ça. Je vais probablement vous en parler, mais qui sortent, là. C'est ça. Tu nous feras un petit review, là. Parce que moi, c'est une tradition depuis le 4. Depuis le 4, je les achète les jours de sortie. Et puis les gars, va falloir faire une chanson de la semaine parce que François a toujours des chansons dans ses albums. Oui, tout à fait. Ah non, on fera quelque chose. On va faire un petit spécial Pérusse. Ben oui, écoute. Hey, on l'invite. C'est sûr qu'il vient. Je sais pas, pour encore se foutre de ma gueule à cause de la fiche de... Ben, moi, j'aimerais ça. Oui, ça serait drôle de le voir rire de moi live. Donc, ben moi, j'étais là quand c'est arrivé le premier coup, fait que c'était cool. Donc, Mikey Boy, je pense qu'on a quelqu'un à présenter présent. Ah ben oui. Okay. Le fond du baril scruté à la loupe. Voici notre pyrologue, Philippe Jacques. Ah, Herr Doctor, le pyrologue en chef. Parce que le seul, Philippe Jacques. Salut, Mister. Salut, re-salut tout le monde. Ben Cette semaine, je vais être ici pour vous faire la morale, parce que c'est bien connu, les geeks ont la mœurs très légère. Eric, c'est quoi un PSA? PSA, c'est un Public Service Announcement. Oui, et ça se traduit littéralement par annonce de service public. Mm-hmm. C'est en fait une publicité, déguisée ou non, qui est donc inévitablement infantilisante. Ouais, un peu comme les annonces qu'il y avait dans les machines d'arcade quand on était jeune, qui étaient marquées Winners don't use drugs. Ouais, ou la CSST ou la SAQ qui passe souvent. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, à la télé ici. Moi, exactement. Je peux remettre mon bras. Vous pas. Jouez prudemment. C'est notre meilleur, ça. C'est notre préféré. La plus geek de toutes les PSA. Il faut que je la mette sur le Facebook juste pour le plaisir. Juste parce que. L'original, pas le remake. Non. Ah, il y a eu un remake? Ouais, il était mauvais. En 3D animation, je pense. Hey, on fera une comparaison, ça va être malade. On va être fun. Bon, j'en reviens à mon sujet. Dans les années 90, notre bon gouvernement canadien s'est dit qu'il était le temps de lancer un message à sa jeunesse en perdition. Mm-hmm. Ils ont donc décidé d'aller chercher directement un médium les plus populaires de l'époque, les comic books de super-héros. Je vous ai donc amené 4 de ces comic books tirés de ma collection personnelle et je vous en fais aujourd'hui un petit review à la bonne franquette. Donc des héros de comic book qu'on connaît qui nous font la morale sur notre style de vie. C'est ça. Mike, à la Geek Mobile! Nom d'une bande dessinée poche, mon petit Robin! Holy PSA Batman. Qu'est-ce qu'on fait? On commence avec l'étonnant Spider-Man et la rondelle de Troie. C'est sorti en 1990 en collaboration avec Santé Bien-être Social, l'Association canadienne des chefs de police et Poste Canada. C'est le premier d'une série de 5 numéros spéciaux distribués exclusivement au Canada qui m'ont été donnés à mon école primaire par la police locale. Oh. Je dois avouer que on parle de Spider-Man pour les 3 premiers et le dernier, je garde la surprise. Okay. C'est devenu avec Batman, Spider-Man, mon super-héros favori. Merci, service d'annonce publique. Ben oui. Tu as officiellement servi à quelque chose. Dessiné par Todd McFarlane lui-même.
Je te corrige, c'est la couverture seulement. Mais au début des années 90, il faut dire que Todd McFarlane était employé par Marvel. C'est avant de fonder Image Comics, avant de créer Spawn. C'est dans l'époque où ce qui commençait justement à être tanné un peu de dessiner Spider-Man. Ben là, j'espère. Et c'est quand même au sommet de sa gloire chez Marvel, je peux dire. OK. Dans l'histoire, Spider-Man tombe sur Electro dans un entrepôt. Il découvre que celui-ci trame quelque chose à Winnipeg. OK. En tant que Peter Parker, il trouve le moyen d'aller au Canada sur le bras du Daily Bugle. Okay. Là-bas, il va tomber sur l'équipe de Pee-wee locale, où Alan, le jeune joueur vedette, est une mauvaise influence car il fume la cigarette et boit de la bière après le match. Oh! Comme Guy Lafleur! Ou le fils Marc Lafleur. Non, hey, come on. Ça, c'était low. On continue. Spider-Man va le pogner en train de se faire offrir de la drogue. Il décide donc d'agir. Oh. Oui, car c'est un service d'annoncement public contre la drogue, bien sûr. Ah, ok, Spider-Man qui dit la drogue c'est pas bien, puis il pitch une web dans la face, c'est ça? Ça ressemble un peu à ça. Ok. Fait qu'il va emmener Alan aux 4 coins de la ville, ils vont suivre le fournisseur jusqu'à l'entrepôt. En bon citoyen, Spider-Man va domper le petit gars tout seul dans une ruelle sombre, puis il va aller voir ce qui se trame là-dedans. Ok. Pendant que Spider-Man tombe encore sur Electro et ses caisses de hockey, il se rend compte que les rondelles de hockey sont remplies de drogue. C'est comme ça que Electro passait ça à douane. Parce que, évidemment, le Canada importe ses POC des États-Unis. Ben oui. Ben, c'est bien connu. Donc, pendant ce temps-là, le jeune va retrouver sa gang et ils se font attaquer dans l'allée par les méchants thugs d'Electro. Les méchants bullies, là. Non, c'est ça. Les méchants pas fins, la gang. Les petits voyous. Les voyous, les laquais. J'aime ça. Les sbires, oui. Non, Robert Zidane. Non, ça c'est trop bien. Les subalternes, en tout cas. Bien sûr, Spider-Man réussit à sauver tout le monde, puis il part après leur avoir fait cette super morale extrait. OK. Tu peux nous lire un extrait du livre? Oui, vas-y. Merci de m'avoir renseigné sur la drogue, Spider-Man. Ça m'a fait plaisir, Alan. Mais attention, la prochaine fois qu'on t'en offrira, je ne serai pas là pour t'aider. Et n'oublie pas, les jeunes, il y a juste vous autres qui pouvez décider quoi faire dans ces cas-là. C'est tel quel de même, là? Oui. C'est traduit au Québec. Ah, ouais, OK. Puis là, toutes les kids sont là, puis ils disent « Salut! » Merci, Spider-Man, bye-bye! Oh, man. Il y a plein d'annonces en plus qui sont superbes. Hey, la page d'après, c'est une pub de Downey. Avec Spider-Man, puis un petit gars avec un pyjama de Spider-Man qui dit « Bravo, Spider-Man, et merci de ton aide. » Et tu peux recevoir il y a les pantalons en coton ouaté de Spider-Man. Ouais, j'aimerais ça les commander aujourd'hui. Downey. Hey, c'est gratuitement en plus, je sais pas si c'est encore valide. Ah non, ça se termine le 31 janvier 92, malheureusement. Tout est bien qui finit bien et Alan n'a pas seulement gagné un meilleur mode de vie, mais il gagne aussi la partie de hockey le lendemain. Notre jeune héros a appris une bonne leçon. En plus de refuser les drogues, il va abandonner la cigarette et l'alcool. C'est tout cute. Ah oui, je dois avouer que la qualité graphique de ce numéro-là est excellente. Okay. Il se lit bien. Mm-hmm. Par contre, la faiblesse, c'est quand même son message assez dans ta face, évidemment. Oh, oui, bah, c'est sûr que c'est moralisateur au bout. C'est moralisateur, comme tu dis. N'oubliez pas, les enfants, la drogue, c'est mal, voyez. Et sur le cover, juste sur la couverture de la BD, on voit c'est une canne de bière, un paquet de cigarettes, une seringue, une canette de bière, une bouteille de bière et une éprouvette. Donc la science, c'est mal. Spider-Man est contre la science. Hey, okay, étonnamment. Non, avant, étonnamment, ce numéro-là, je l'ai vu jusqu'à 13$ sur eBay. Ah ouais. Et en français. Ah, donc, ouais. Regarde, je te le prête, là. T'as 13$ entre les mains. T'es un petit peu moins pauvre, mon Eric. Ah, mais tabarnouche. Je vais le laisser là pour pas qu'il l'abîme, hein? Donc. On y va avec le numéro 2 de cette série-là. Oui. Qui s'appelle L'étonnant Spider-Man dans Embûche. Oui, celui-là, je l'ai. Oh, pour vrai? Oui. Tu l'as encore? Oui, je l'ai encore. Ah, c'est super. C'est le numéro 2 de la même série. Cette aventure porte encore sur les dangers de la drogue et commence tout de suite après la précédente. Spider-Man va se rendre à Fredericton où Peter Parker doit couvrir une expo science pour le Daily Bugle. Bien sûr. Parce que le Daily Bugle de New York s'intéresse surtout aux expos sciences de Fredericton. Là-bas, il va retrouver Beth, une des amies de hockey de Alan, qui est dans le numéro précédent. Ah, il y a une continuité, là. Oui, mais c'est la dernière continuité, puis c'est la dernière fois qu'on entend parler d'Alan. Donc,
OK. Dans le fond, il est mort parce qu'il était trop sobre. Il était allergique à sa sobriété. Il s'est rendu compte qu'il avait besoin de cigarettes pour sauver. En tout cas, peu importe, continue. C'est là qu'il va rencontrer Spider-Man, Fredericton, le méchant caméléon, qui se cache afin de dérober le projet scientifique de Beth, car elle aurait découvert sans le savoir une formule chimique incroyable qui rapportera une fortune au caméléon. C'est à cause de ça, l'éprouvettes sur le premier cover. C'est une suite, ça annonce! Mind blown! Hey non, je veux un petit chronique conspiration. Wow! Hey, ça vaut la peine. Tant qu'à l'avoir sous la main, on en profite. Là, moi, je trouve un élément sur le deuxième cover qui va lier vers le troisième. Oui, continue. Il va rapporter... la formule chimique rapporterait une incroyable fortune au caméléon. Il va donc amadouer l'ami de Beth, Charlie, avec de la drogue, afin qu'il vole les notes pour lui. Après que Charlie s'est fait pogner et fait la morale par Beth et Spider-Man, le caméléon change de plan et s'en charge lui-même. Il se déguise en Spider-Man et va demander les notes directement à Beth, mais sur le retour, il va croiser le vrai Spider-Man qui va l'assommer et reprendre les fameuses notes. Le lendemain, lors de l'expo-science, le caméléon récidive en se déguisant en juge. Il se fait prendre rapidement par Spider-Man, mais il active un bouton caché dans son veston. Oh! Des monstres et des ptérodactyles vont sortir de nulle part, puis tout s'effondre, sans explication. Ah, à cause de la drogue? Peut-être que c'était une hallucination collective. Peut-être qu'il a mis du GHB dans tous les verres de tout le monde. Peut-être que la drogue a détruit Peut-être ça a détruit les infrastructures des bâtiments. On le sait pas. C'est sûr. Évidemment, Spider-Man va sauver tout le monde assez vite. Ah oui. Le caméléon va être arrêté par la police. Okay. Charlie... De Fredericton, je tiens à préciser. Oui. Charlie abandonne la drogue et Beth gagne l'expo-science. Tout ça sans qu'on sache vraiment c'était quoi son maudit projet d'expo-science. Ah ouais? On sait pas. C'est laissé au mystère. Ce qui est weird, c'est qu'il a attiré le petit gars à faire ses mauvais coups. À faire mauvais coups avec de la drogue, mais le petit gars n'avait jamais pris. Non. C'est comme si moi, on me disait, hey! Non, il en prend au début. Ah, il en prend au début, parce que tu m'aurais dit, hey, Eric, veux-tu aller faire ça? Je vais te donner des brownies à l'orange. J'ai jamais goûté à ça. Ok, je vais le faire. Non, ça fait pas de sens. Ce numéro-là, il est carrément une reprise du premier, mais avec moins d'action, un méchant plus banal, un coup de crayon plus amateur, et un récit digne des pires épisodes de télé de Batman. Ouais, c'est très passable, même au niveau de Nanar. Ah non, c'est bad. Dans le numéro 3, que j'ai pas, Peter Parker va à Toronto pour couvrir l'équipe des Blue Jays. Il va rencontrer le Ghost Rider qui va enseigner aux enfants les règles de la sécurité à vélo. Donc, si vous avez l'étonnant Spider-Man Hit and Run numéro 3, je le veux. OK. Dans l'étonnant Spider-Man Chaos in Calgary, qui est le numéro 4 de la série. Oui. C'est encore un numéro que j'ai pas, donc les geeks à la maison, c'est encore un message. Peter Parker va aller à Calgary pour couvrir le Stampede. Il va y combattre des vilains de bas étage chez Marvel, puis il va encore rappeler aux jeunes de mettre leur casque de bicycle. OK. Et de pas mettre le tête en feu comme Ghost Rider, parce que c'est pas un bon conseil. Sur ce, il nous en reste 2 à voir. Ouais. OK. Donc, on va prendre une petite pause musicale. Parfait. Petite pause musicale. La chanson de la semaine 2! On grimpe en intensité pour une deuxième chanson en 2 demi-heures. Ouais. Hey, c'est fou, malade. Ça. Et qu'est-ce que tu nous as amené, Phil? Je vous ai amené Mr. Lou de Dick Dale and the Deltones. C'est tiré de la trame sonore de Pulp Fiction en 94 et ça déménage. Yes, c'est parti.
Ah, je l'avoue. C'est Sabrina Cloutier qui m'a inspiré avec ses chansons de surf japonaises. Ouais, des 5, 6, 7, 8 ça, dans Kill Bill. Donc, Sabrina, tu es au Burlesquetacular ce soir à l'Impérial. Je serai là pour voir ça. Et cette chanson t'était dédiée. Voilà. Donc, on continue avec la suite de notre chronique Pyrologie. Et là, il nous en reste deux. Mais toutes que deux. Toutes que un et demi. OK, c'est bon. On commence avec l'étonnant l'autre. Spider-Man Balle Morte, qui est le numéro 5 de cette merveilleuse série. Lui a été distribué par Petro-Canada. Oh. Donc, c'est en association avec Petro-Canada. OK. C'est le numéro final de cette série qui met en vedette les expos de Montréal avec Spider-Man. Oh, est-ce qu'il conserve l'essence du personnage? L'essence? Elle était bonne. Tu m'as surpris. Ouais, ils vont combattre le vilain Gobelin Vert et nous rappelleront, vous l'aurez deviné, les règles de la sécurité à vélo. Encore? Oui. 2, c'est la drogue. 3, c'est les casses de bicycle. OK. Parker est dépêché par le Daily Bugle pour aller couvrir les expos de Montréal. Rendu sur place, il se rend compte que Mary Jane l'a suivi pour lui faire une surprise. En plus, elle a amené le petit Norman Osborn, le petit-fils du Gobelin Vert, à cause des problèmes de la famille Osborn. Quand le Gobelin Vert apprend la nouvelle, il va péter sa coche, appeler les pompiers. Non, c'est pas vrai. Il va péter sa coche puis il s'invite à la partie de baseball. OK. C'est à ce moment-là qu'il va enlever Felipe Alou. Mais attention, Alou sera sauvé grâce à l'intervention divine de Larry Walker et de Delano The Shield. Le tout commenté par Roger Brulotte et Jacques Doucet. Quoi? C'est vrai? Oui, du vrai fanservice pour les amateurs de baseball, les amis. OK. Il va s'en suivre un combat entre lui et Spider-Man pendant lequel les pros du vélo, qui sont des enfants, faut le dire, oui, tout à fait, vont faire diversion et risquer la mort afin d'aller cacher le petit Norman. C'est complètement fictif. On voit un stade olympique plein là-dedans. Par chance, Spider-Man réussit à faire fuir le gobelin vert et personne ne meurt. Ah ouais? Honnêtement, ce numéro-là est vraiment bien. Les illustrations sont malades, sont superbes. Okay. D'ailleurs, au centre, il y a une superbe page double avec un face-à-face entre le Gobelin Vert et Spider-Man dans le stade olympique. Oui, tout à fait. Et ça ferait officiellement une méchante belle affiche geek. Ouais, qui est complètement plein de monde. Hein? Mais reste que... Là, écoute, c'est... Le récit est fidèle au personnage. Mm-hmm. En plus, l'annonce du gouvernement prend pas trop de place, ce qui rend service au comic book en bout de ligne. Donc, celui-là, je le conseillerais pour une lecture normale. Yes. Hey, à Montréal, putain. Qu'est-ce qu'il chante au début au Canada? Il chante au Canada. Drette à la première page. La première fois qu'il dit, c'est au Canada, terre de nos aïeux. Il chante ça. C'est ça. Nice. Hey! On a fini Spider-Man, là. Ouais. Donc, les choses se gâtent. Les choses se gâtent. Parce que j'ai amené Batman, une lecture de bons conseils. Qui est une... Holy surprise, Mike! Oh! Donc, mon intro n'était pas... surprise inattendue. Batman, qu'est-ce que tu vas nous lire? Mon intro n'était pas tout à fait innocente. Donc, la lecture de bons conseils, c'est en association avec Zellers et le gouvernement du Canada en 92. Zellers. J'ai bien dit Zellers. Zellers. Ceux qui se sont fait acheter par Target. Là. Ouais, pas Target. Là. Zellers en 92. En 92. Et Batman. Oui. Zellers. Commandé par Zellers et le gouvernement du Canada afin de promouvoir l'alphabétisation. Ce torchon pouvait vous coûter jusqu'à 1,25. Mais il était seulement 29 cents à l'achat d'un paquet de feuilles mobiles. Et c'est marqué sur le dessus, si tu regardes ici. Et ma mère n'a pas pu résister 29. à mes supplications. Ben, c'est juste 29 cents, maman. À l'achat de feuilles mobiles, 29 cents. Dans ce numéro, Dieu. qui est magique, Batman est engagé par la GRC pour poursuivre le Joker en cavale au Canada. Oh, le Joker au Canada. Il va rencontrer Céline Lebrun, une nerd bibliophile, et Claude, son ami qui déteste la lecture. Au cours de l'aventure, Batman, en grand détective, va dépendre de ces deux jeunes pour résoudre les énigmes les plus simples. La prémisse est simple. Le Joker cherche une édition rare de La géographie du Canada, un livre de 1867. Sa quête va le faire passer par Terre-Neuve, Montréal, Toronto et enfin Calgary. Pourquoi il veut ça?
Je vais le dire tantôt. OK. À un moment donné, le Joker fait éruption dans la bibliothèque et un carnage incroyable s'ensuit. OK. Voici un extrait recréé en direct par nous-mêmes. Donc, dans le rôle de Batman, Philippe. Ouais. Dans le rôle du Joker, moi-même. Et dans le rôle de la bibliothécaire, notre superbe Mikey G. Alors, merci. Alors, c'est parti. Alors, et maintenant, ma chère dame, nous allons vous donner un coup de main pour trouver ce livre. Monsieur, vous vous troublez le calme de cette bibliothèque. Si vous êtes incapable de faire silence, je vous suggère de quitter les lieux immédiatement. Bien dit, comme une vraie bibliothécaire. Gulp. Vous voulez le calme? Je vais vous en donner en permanence. Vous avez entendu la dame? Ceci est une bibliothèque et ta carte vient d'être annulée. N'y compte pas, bête andouille. Rognez-lui les ailes, les gars. Dieu merci, Batman. Ce maniaque essaie de s'emparer d'un livre rare de géographie. Wow. Hey, ça c'était bon. Ça donne pas mal le ton de l'affaire, je dirais. Ouais, hein? Je pleure un peu présentement. C'est spécial. C'est dur de lire avec des larmes. Hein, c'est assez particulier. Le Joker, lui les ailes. Le Joker d'ailleurs se bat là-dedans. C'est vraiment comme dans la série télé des années 60. Ouais. Précisément 66. Ouais. Il se bat à coups de gaz hilarant ou soporifique et à coups de farce et attrape. Donc, on est loin des Jokers complètement maniaques. Contemporains. Contemporains. On va dire contemporains. À l'intérieur de la reliure du livre de géographie se cache un parchemin qui le rendrait propriétaire de toute l'Amérique du Nord par succession légale. À la fin, le Joker sera capturé et ficelé au lasso comme un petit veau de rodéo. Malheureusement, le Joker n'a pas lu les petits caractères et Batman découvre que le document n'a aucune valeur légale parce qu'il aurait dû être revendiqué au maximum 125 ans après sa signature. Mais voilà, coup de théâtre, le Joker l'a trouvé 125 ans et 1 jour après l'émission de la signature. Au travers de l'aventure, notre ami Claude aura appris une bonne leçon. La lecture est vraiment utile. Il va promettre à Céline de lire beaucoup plus. Oui, et de mettre son casque à vélo et de pas prendre de drogue. Hein? Sûrement. En bon commanditaire, Zellers n'oublie surtout pas d'inclure de la publicité pour ses magasins d'une façon, ma foi, très subtile. Non. Second extrait. Le lendemain, après un voyage rapide jusqu'en Alberta à bord du Batavion, au magasin Zellers local, juste en dehors d'Edmonton. C'est super! Il y a toujours un magasin Zellers pas loin quand on cherche un. Il y a un magnifique choix de vêtements de cow-boy. Je me sens comme un justicier dans cet accoutrement. Il y a toujours un Zellers près de chez vous. Ben ouais! Ben oui, Batman! Fermé ou non? Mais, non, écoute, Finalement, lire ce comic-là, c'est un peu comme visiter un magasin Zellers. Comme les pubs, son message est tellement évident qu'il fait mal aux yeux. Comme les prix, ses dessins sont archi cheap. Et comme le restaurant, c'est une lecture fade et indigeste. Cependant, je ne peux que le recommander fortement à cause de sa dose incroyable de ridicule. Ben là, écoute, c'est juste, les dessins sont pas, c'est pas incroyable, hein? Non, pas, les dessins, je te dirais que c'est l'équivalent, justement, des produits Zellers à l'époque. Ben oui, le Joker a l'air plus enflé qu'avoir... Ben d'ailleurs, la page qu'on a lue, je pense que ce serait une bonne idée je vais la mettre sur le site, le Facebook des Geeks, juste pour le fun. Oh, wow, c'est splendide. OK, il y a un petit flingue avec un drapeau bang. Ouais. Qui défie les lois de la gravité parce que le drapeau existe vers le haut. C'est magnifique. Je sais pas si vous comprenez le drapeau. Tu vois le bang sur le... Ça fait pas de sens. C'est n'importe... Ils ont pas le droit de se foutre des lois de la physique. Qu'est-ce que c'est ça? Le Joker s'en fout des lois de la physique. Ah, c'est sûr. Ah... C'est bad. Hey, merci beaucoup, Monsieur Jacques, pour... ça fait plaisir. Une belle petite dose de fun. Une belle petite dose pour la belle lecture. De pyrologie. De bons conseils. Oui. Je sais pas s'ils en ont fait. Faudrait faire une petite recherche. Les auditeurs, ça vous tente? Si vous l'avez, là, renseignez-nous sur ces comics-là. C'est très le fun. Il y a peut-être d'autres comics qui sont sortis de Public Service Announcement. Avec d'autres héros, on sait pas. Ça Aquaman nous avertit peut-être sur la sécurité de mettre son casque de bain. Ça, ou de pas jeter des empaquetages de canettes.
Ouais, non, ça tue les tortues. Ça tue les tortues et les dauphins. Donc, on sait pas, tu sais, peut-être. Soyez assistant pyrologue. Ah, oui, j'aimerais soyez ça. assistant pyrologue. Donc, si vous avez entendu parler de d'autres BD, envoyez ça sur la page Ça, c'est en Facebook. tout temps. Si vous aimez la pyrologie, vous pouvez me fider des sujets. Si vous avez des idées, ça va me faire plaisir de les couvrir. J'ai toujours besoin de plus de vidange dans ma dompe à vidange. Donc, je te rappelle, faut que tu mettes les 2 pubs de Astor, le petit robot, sur la page des Astor, geeks. le robot. Astor, le robot. Hein, ouais. C'est Astro, le petit robot. Écoute, Astor, je vais réécouter le podcast et je vais m'en rappeler par la suite. C'est parfait. Bon, ben sur ce, merci d'avoir été là. En conclusion, rapidement, ce soir au Fanamanga, il y a un petit party de zombies pour la marche des zombies qui a lieu sûrement présentement, je pense, dans le Vieux-Québec. Yes! Alors, merci, Phil. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Merci, Mikey Boy! Ben, merci! Hey, vu qu'on t'entend plus dans les pubs que dans le show. Alors, c'était Eric Leroy qui vous dit salut les geeks!